Revenons à Paris Crash. Avec une stat ébouriffante que j'ai vu circuler là en bas à droite de l'écran. Le Paris Saint-Germain est la première équipe éliminée après avoir gagné 4-0 à l'aller sur les 185 précédents. Est-ce le plus grand fiasco ce soir, parce qu'on était en train d'essayer, est-ce que le plus grand fiasco de l'histoire du football français? 185 précédents. 185 précédents. Moi, le plus grand fiasco auquel j'ai assisté, c'est ce fameux France-Bulgarie en 1993. Sinon, je n'ai jamais vu un tel fiasco. Il y avait eu bien avant, je crois, un France-Norvège aussi qu'on a perdu à Strasbourg, mais c'était avant tout ça. Oui, tu jouais. Hein? Oui. Non, mais là, Il y avait Jean-Michel Moutier dans les buts. Bernard, j'ai pas envie de rire, mais ça me fait rire quand même. Qu'est-ce que disait Marcel Aimé? L'humour et la politesse du désespoir. Mais non, mais à cette époque, j'étais à l'école Amos à Lille, donc je pouvais pas jouer au football. C'est Johan Rioux qui disait ça tout à l'heure, qu'on se souviendra de l'endroit où on était. Moi, je m'en souviendrai longtemps. Ah oui, j'ai passé la soirée avec Karine Galli à manger des pizzas. Non, mais très longtemps. Non, mais franchement, ce qu'on a vu, c'est impensable, irrationnel, exceptionnel, historique. Voilà, le Paris Saint-Germain frôle le ridicule ce soir. Et tout le monde va se moquer du Paris Saint-Germain dans l'Europe entière. Alors, Thiago Silva, il avait échappé au 7-1, non? Avec le Brésil. Ouais. Ah ben là, ce facile a été rattrapé. Mes amis, on va aller juste faire un petit détour du côté de Barcelone où la fête bat son plein, à mon avis. On va retrouver Pierre Niguet, notre envoyé spécial, qui n'a pas les yeux au beurre noir, mais qui m'a l'air un peu groggy, un peu comme nous sur le plateau. Bonsoir Pierre et rebonsoir Pierre. Racontez-nous la fin de match et l'ambiance autour de vous. Je préviens les téléspectateurs, la qualité est peut-être un petit peu mauvaise. Pierre, bonsoir, c'est à vous. Écoutez, c'est assez extraordinaire. Pour vous dire, les techniciens espagnols qui sont là en zone mixte sont en train de passer en hurlant de joie. Je n'ai évidemment jamais vu une telle atmosphère de fin de match. En tribune, juste à côté de la tribune presse ici, un homme d'une cinquantaine d'années avait les larmes aux yeux. C'était assez extraordinaire ce qui a été vécu ici. On entend encore les chants des supporters catalans qui sont en train doucement de quitter ce Camp Nou. Ils étaient 100 000 ce soir. Je peux vous dire qu'ils prennent leur temps, qu'ils profitent bien évidemment, mais on entend énormément de cris un petit peu partout en catalan, un petit peu en castillan. Et puis on a aperçu une dernière fois les 4600 supporters parisiens qui eux pour le coup étaient groggy. C'est une image assez extraordinaire. Ils étaient 4600 complètement silencieux, abattus tout en haut du Camp Nou dans le parquage qui leur était réservé. Pierre, je vous relance parce qu'en général le Camp Nou c'est un public plutôt d'amateurs, c'est quand même un peu des gens qui se rendent au théâtre. Ce soir, à partir de la 88e minute, est-ce que ce public a chaviré? Racontez-nous. Alors déjà, c'est un public qui a mis la pression très rapidement sur un garçon comme Kevin Trapp, par exemple, qui reprochait à Kevin Trapp de prendre trop de temps pour ses dégagements. C'est vrai qu'il y a eu en permanence pendant la rencontre, peut-être, après le but de Cavani, il y a une vingtaine de minutes un petit peu plus tranquille, mais bien évidemment, à partir du penalty de Lionel Messi, de ce deuxième penalty, tout le monde était debout, bien évidemment. Le staff de Luis Enrique était très présent aussi pour faire pression sur les arbitres assistants. J'imagine que vous allez revenir sur cet arbitrage ce soir dans cette rencontre. C'est vrai que voilà, il y a eu une espèce de soupape un petit peu pour faire pression sur les protagonistes de la rencontre. Et puis l'image qui m'a marqué, ça reste quand même Unai Emery sur le dernier but, sur le 6e but, qui allait se diriger sur le côté de sa zone technique, la tête basse. Et on a vu tout le désarroi de l'entraîneur basque sur le 6e et dernier but barcelonais. Bon Pierre, vous allez faire votre travail, mais je ne sais pas si ça va pas être facile puisque vous allez devoir interviewer les Parisiens. Si les Parisiens s'arrête. On vous souhaite bon courage pour cette mission périlleuse. Le plus gros fiasco de l'histoire du foot français, j'en viens au fiasco le plus célèbre, c'était France-Bulgarie en 1993. Oui, ça c'est au-dessus. C'est au-dessus ? C'est au-dessus parce que c'est la qualification pour la Coupe du Monde. C'est la France, c'est l'équipe de France. C'est la fin d'une génération, c'est une Coupe du Monde. Là, ce n'est qu'entre guillemets un huitième de finale avec des champions. J'ai peut-être un autre exemple qui me revient, c'est une défaite du Paris Saint-Germain contre la Corogne. Vous vous souvenez ? Voilà. Vous voulez qu'on se fâche également avec Luis Hernandez, parce qu'il l'appelle beaucoup en ce moment. Il y avait quoi ? Il y avait Vidéoton aussi. Il y y avait Vidéoton. Là, ça surpasse tout. Là, ça surpasse tout, franchement. Laquelle ? France-Bulgarie ? Non. Oui, en numéro 2. Après, c'est difficile, on n'a pas beaucoup de recul, mais c'est... Oui, on est groggy. Moi, je suis groggy. Voilà, je pensais évidemment que le Paris Saint-Germain allait perdre ce match, mais allait se qualifier sans trop de problèmes. Oui. J'ai vu une telle démonstration au match aller, une sérénité incroyable collective, des Rabiot, des Kipembe,
Cavani, tout le monde était vraiment agressif sur le porteur du ballon. On a fait reculer les Barcelonais. Putain, mais là, c'était la réserve, l'équipe B, l'équipe C, là. C'était incroyable. Et à la mi-temps, t'as pas les fesses par terre devant la qualité du jeu du Barça. C'est ce que disait Johan, on n'a pas vu. Oui. On a vu des matchs du Barça où c'était extraordinaire, quoi. C'était la passe à 10, c'était T'es humilié dans le jeu, dans le jeu. Tu pouvais au mieux quand même, jouer les rôles de faire valoir avec un Messi qui était. Mais c'est quand même dans l'histoire du PSG et dans le futur du PSG. Parce que maintenant, là, pour se relever, maintenant, il faut regarder le futur quand même. Parce que c'est pas sûr que Laurent Blanc accepte de revenir. Non, mais t'as vu, il passait juste, nous a dit Faro. Excusez-moi, mais on parlera à un moment dans l'émission. Non, des conséquences de simulation, simplement sur la saison en cours. Voilà. Il répondait pas forcément, voilà, sur Paris éliminé, mais plus largement finalement. Il y a eu un écho extraordinaire au match aller avec une résonance avec ce 4-0. Est-ce que Paris ce soir est la risée de l'Europe? Oui, si. Ouais, moi je dirais. C'est peut-être un peu dur, mais c'est vrai. Si. Attends, tu peux dans aucun pays européen, on pensait vraiment, allez, il faut pas se la faire à l'envers, que les paris. Athème Benarfa en conférence de presse, enfin en zone mixte. Écoutez Athème. On a été abattu. Ça veut dire de l'intendant jusqu'au président. Tout le monde au vestiaire. Ouais, je pense qu'on n'a pas la 4G là. Tout va bien. Le fiasco continue donc au niveau même des liaisons. C'est un caméraman du PSG. Pardonnez-moi, je vous avais interrompu, j'avais interrompu Olivier. Oui, non, mais je disais que oui, on doit être la risée. Le PSG doit être un peu la risée de l'Europe parce que tout le monde a quand même le match aller en tête en se disant cette équipe-là qui a fait une démonstration contre le Barcelone, tout d'un coup est capable d'en prendre 6, mais surtout avec ses buts. À la mort moelleux. Oui, mais c'est ça. Si tu regardes le contenu, t'es pas la risée de l'Europe sur le contenu. Tu regardes le contenu, t'es pas la risée de l'Europe. Après, oui. Le contenu, je parle. Oui, le contenu. Si tu regardes que le résultat, oui, tu peux le dire. Vous avez vu un PSG flamboyant ce soir, Jo? Ah non, mais flamboyant. Après, tu joues pas au Dynamo de je sais pas quoi. Hein. Tu joues contre le Barça quand même. Ouais, mais... Tu joues au Camp Nou, il y a une ambiance, il y a un truc particulier. Une autre démonstration. Non, en première mi-temps, je suis d'accord, mais la deuxième mi-temps, moi, je suis pas d'accord avec vous. C'est dans le contenu, c'est pas catastrophique de ce qu'on voit. Non, mais c'est très 4. Non, mais si on prend, on prend que le résultat. Je vous laisse parler. Moi, sur le contenu, c'est que si on t'amène là, sur ce terrain-là, tu t'énerves. Non, je m'énerve pas. Si on parle, si on va 0-4, 6-1, c'est la risée de l'Europe, aucun. Non, pardon, mais racontez-moi, donnez-moi des arguments. Je viens de le dire. Non, mais sur le contenu, décrivez-moi quelques séquences, des petites choses comme ça. Non, mais on peut pas être la risée de l'Europe si à la 88e, tout le monde disait que le PSG avait fait le boulot. Non, mais attendez. En 8 minutes, il y a un truc. Non, mais en 8 minutes, il y a un truc qui s'est passé. Oui, mais alors toi, je suis pas d'accord avec toi. Je trouve justement. Tu l'as fait pendant 88 minutes. C'est pas parce que... Après, tu prends un coup franc, exceptionnel, donc tu peux rien faire, ça fait 4. Après, tu prends un pénalty, pour moi, vous dites il n'y a pas péno, il est touché, il y a péno, ça fait 5. Et puis derrière, il y a la panique, ça part dans tous les sens, ça fait 6. Non, mais alors d'accord. Non, mais il y a quand même... T'es à la 88e, tu viens de... Je veux bien le coup franc de Neymar. Mais ensuite, je sais pas. Encore une fois, t'es 4-1. Donc, tu dois avoir une concentration et une détermination, même si tu es fatigué, qui doit être encore décuplée. Mais ils l'ont. Après, il y a ballon long par-dessus la défense. Ballon par-dessus la défense. Et Marquinhos, il touche Suarez. 5-1, penalty. Il y a aussi la faute sur Ter Stegen. Je termine avec lui. Je me rappelle plus du départ. Je sais pas comment ça se passe. Au départ du ballon, tu dois être agressif sur le porteur de la balle. Justement. Je peux pas te répondre parce que je me rappelle plus. Je me rappelle plus qui donne le ballon. Mais qui donne le ballon, je me rappelle plus. Neymar, il a un temps fou pour faire sa passe. Excusez-nous. C'est là où je leur en veux, moi. Olivier, non, mais rien, on vous en veut pas, vous êtes formidable. Karine, allez. Forcément, il y a la face A, la face B, c'est-à-dire que la face A, c'est effectivement le PSG a illuminé l'Europe en terrassant le Barça de A à Z lors du match aller, et la face B, c'est que le PSG s'est fait humilier au Barça. En fin de match, tu le dis toi-même, et je reviens à ce fameux match, quand tu as le Barça face au Bayern, ils explosent en 15 minutes, 20 minutes. Et bien là, ils ont explosé encore une période plus courte, en espace de 10 minutes. Et tu vois à la fin, quand notamment Ter Stegen monte
pour essayer d'aller marquer ce but qui pourrait amener le 5-1 puis le 6-1, t'as aucun Parisien qui arrive à ressortir le ballon et à se servir justement de cette possibilité d'aller marquer un but dans les cages vides. Justement, par rapport à ce que tu dis, il y a quand même Di Maria qui est au contact de Ter Stegen, c'est quand même le gardien qui sort avec le ballon. Et qui fait faute, quasiment. Et pratiquement. Donc là, tu vois, c'est ça que je leur en veux, moi. C'est là, dans les dernières minutes, d'avoir pas cette force qui te décuple, qui t'emmène à... Je parlais un peu quand même d'intelligence de jeu. Le jeu amène faute, on est tous d'accord là-dessus. Après, il y a des fautes utiles, il y a des fautes inutiles. Moi, je trouve que le Barça, dans les fautes qu'ils ont commises, elles étaient plus intelligentes. Je serais curieux d'avoir la statistique de nombre de fautes incroyables. De perte de balle? Mais non, de faute. De coup franc. Tu es en face de toi. Tu cours pendant 95 minutes après le ballon aussi. Oui, tu as Messi. Ah ouais, mais quand on est dans la chaise là. Bernard, mais bien sûr, mais quand on est dans la chaise là, à la 88e, on n'est pas trop fatigué. Mais même avant, à la 80e, ça va, on n'est pas fatigué. Par contre, à un moment donné, quand tu joues là-bas, non, mais à un moment donné, quand tu joues au Barça, que tu cours après le ballon pendant 80, 85, 90, tu fais des erreurs, tu fais des fautes. Je te parle de la première à la 95e minute. Les fautes, tu les fais à la première minute aussi. Tu as fait tout le temps des fautes, les mêmes fautes à l'entrée de la surface, les mêmes fautes sur le côté. 25 fautes pour Paris, 16 pour le Barça. 25 pour Paris. Vous avez votre chiffre. Moi, je reviens et je vais revenir peut-être sur ce fiasco, sur cette élimination donc historique après avoir mené 4-0. Donc c'est une première dans l'histoire statistiquement européenne. Mais ça va être plutôt sur le futur du Paris Saint-Germain. Est-ce que ça va être une soirée qui va marquer à chaque fois que Paris va gagner, et Paris va être amené à disputer d'autres matchs dans une autre saison en Coupe d'Europe, on va se dire... bien sûr. On va se dire, la première conséquence, c'est non, mais souvenez-vous de cette soirée-là. Ben non, ça dépend. Non, mais la saison va Il y aura toujours. Est-ce que là, finalement, dans l'histoire du club, il y a quelque chose qui va se mettre en disant Paris. Olivier, il faut finir la saison déjà. La fin de saison va être très longue. La fin de saison, on va en parler. Mais vraiment sur la conséquence à moyen terme, plutôt, sur les futures campagnes. Forcément, mais après, et encore plus après ce qui vient de se passer ce soir, il va y avoir une revue d'effectifs extrêmement large. C'est obligé. Et comme le dit Bernard, on peut imaginer que l'an prochain, le PSG prendra peut-être ses fameux joueurs. Vous annoncez, vous, la grande lessive. Mais non, mais c'est pas possible. Mais oui, il y aura de la lessive. Tu veux venir à Paris, mais non, des mecs forcément de la lessive. Après ce qui s'est passé ce soir... Non, mais il faut arrêter d'aller dans les extrêmes aussi. Ils avaient gagné 4-0, c'était les champions du monde. Là, on arrive à 6-1, il faut faire toute la grande lessive. Donc moi, je suis pas dans l'extrême, la joie du 4-0. Moi, j'étais là, je prévenais que fallait faire attention parce qu'il y avait un match retour. Voilà, tout le monde disait, mais non, ça va, c'est bon. Et là, maintenant, on finit 6-1, il faut virer tout le monde. Mais pas du tout. Mais sauf que la grande lessive, elle a déjà commencé. À 10 minutes près, on change tout le monde. Oui, mais à 10 minutes près, on change tout le monde. Non, le problème, c'est que Joël, tu joues sur les mots. Les joueurs qui ont commencé la saison, donc l'effectif de départ et l'équipe qu'on a aujourd'hui, c'est déjà plus la même. Un joueur comme Draxler, tu l'avais pas en décembre. Je suis d'accord avec toi. Là-dessus, je suis d'accord. Mais ça fait pas, faut pas changer tout le monde.